Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Eden TV. Madame, Messieurs, vous suivrez dans ce journal le lancement officiel de l'exposition Femmes de l'eau de la photographe camerounaise Angèle Etumba Essamba dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare du gouvernement Réinventer la cité lacustre de Ganvié. L'autre information à suivre dans ce journal, c'est l'audience accordée par le président de la RAC, Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, aux organisations fêtières de la presse. Ils ont évoqué plusieurs sujets, dont la suspension du journal La Nouvelle Tribune. Puis on sera au Mali où Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s'y est rendu ce mardi dans le cadre de la Journée internationale des casques bleus. À l'occasion, il a reconnu le rôle de ces soldats dans leur mission de maintien de la paix, notamment sur le territoire malien. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Bienvenue donc à toutes et à tous. Visite de travail du ministre de la Justice au tribunal de commerce de Cotonou ce mardi. Joseph Diogbenou est allé prendre connaissance du fonctionnement de ce tribunal. 6 mois après son installation, durant cette période, ses agents ont été beaucoup sollicités. On parle de 523 cas de saisine notés. C'est donc un ministre de la Justice heureux que le professeur Diogbenou a quitté ses hôtes. Suivez ce reportage. Dans l'après-midi de ce mardi 29 mai 2018, le garde des Sceaux, le ministre Joseph Diogbenou, a effectué une visite qualifiée de travail et de bilan au tribunal de commerce de Cotonou 6 mois après la mise en service de ce dernier. Étaient présents le président du dit tribunal, le procureur de la République, la directrice de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation, la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin, le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin et le personnel du tribunal. William Kodjo-Kpakpassou, président du tribunal de commerce de Cotonou, nous fait le point de ce qui a été fait depuis sa mise en service. Installés comme nous sommes dans nos locaux provisoires aujourd'hui, nous avons travaillé résolument depuis décembre 2017 pour rendre effective la justice commerciale avec le système de l'échevinage qui donne la prépondérance numérique aux juges consulaires. Avec 3 magistrats, dont le président du tribunal lui-même, 3 juges consulaires titulaires, 3 juges consulaires suppléants, 3 greffiers dont le greffier en chef, 4 secrétaires et une comptable, nous nous sommes mis à la tâche pour créer une administration judiciaire et mettre en place les conditions d'exercice de la justice. Presque 6 mois se sont écoulés déjà. Durant ce temps et la date de ce jour, nous avons enregistré 523 cas de saisine, répartis comme suit. Requête à fin d'ordonnance 247, assignation 276. Toutes ces affaires cumulent des intérêts patrimoniaux s'élevant à plusieurs centaines de milliards. Pour faire face à ce contentieux, le tribunal est organisé en 3 sections, avec des chambres de conciliation, de mise en état et de jugement. Précédé par la prise de parole de la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin et le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, le ministre de la Justice et de la Législation a non seulement exprimé ses sentiments de joie, mais aussi a félicité toute l'équipe du personnel et les a encouragés à continuer dans le même sens malgré les maigres moyens. Il était important, 6 mois après votre installation, d'effectuer ce bilan. Globalement, pourrait-on dire positif. Plus de 500 dossiers vous ont été transmis, vous en avez été saisis. Des décisions de justice de l'ampleur que vous venez d'indiquer ont été rendues, aussi bien des ordonnances que des jugements. Et surtout, le mot qui revient le plus, c'est la célérité avec laquelle et dans laquelle vous rendez ces décisions. Je voudrais finir par encourager tous les tribunaux à s'inspirer
des meilleures pratiques mises en œuvre par les uns et les autres. Je note ici, avec beaucoup de bonheur, que lorsqu'une requête est introduite, très rapidement, le requérant est averti par les nouveaux modes d'information, notamment les SMS, de ce que sa requête est bien reçue. Lorsque l'ordonnance est rendue, le requérant est averti que le site internet du tribunal de commerce fonctionne correctement et que le souci de transparence et d'information continue est pris en compte. C'est à cela que j'appelle, et c'est sur cet appel qu'encore une fois je vous adresse les encouragements du gouvernement, du président de la République, et vous rassure de ce que l'accompagnement sera continu, quelle que puisse être la situation, le tribunal de commerce étant une priorité compte tenu du dynamisme que le gouvernement entend impulser aux activités commerciales dans notre pays, dont le règlement des conflits constitue l'un des axes majeurs. 6 mois de travail pour un bilan positif dans les locaux provisoires et urge que le gouvernement pense à octroyer au tribunal de commerce de Cotonou ses locaux définitifs afin de lui permettre d'être encore plus efficace pour le bonheur des justiciables. Cano François Rumbele-Rinto et Damien Pedro. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet phare du gouvernement intitulé Réinventer la cité lacustre de Ganvié, l'Agence nationale de protection des patrimoines et de développement du tourisme ANPT projette du 29 mai au 29 juillet 2018 Femmes de l'eau, une exposition photo-vidéo de la photographe camerounaise Angèle Etundi Essamba. Le lancement officiel de la dite exposition s'est déroulé ce mardi à Ganvié. Suivez le reportage. Cité lacustre de Ganvié ce mardi 29 mai 2018. Nous ne sommes pas en touriste, mais pour une exposition. Il s'agit en effet de l'exposition photo sur le thème Femmes de l'eau, un projet qui est né d'un constat de la Camerounaise Angèle Etundi Essamba en 2012. Forcément, j'ai voulu voir Ganvié et quand je suis arrivée à Ganvié, j'ai été complètement subjuguée, en extase de voir déjà la beauté de ce lieu sur l'eau. Et j'ai l'impression, le sentiment que Ganvié était porté par les femmes. C'est les femmes que je voyais travailler, c'est les femmes que je voyais partout. Et j'ai décidé de faire un véritable travail donc sur les femmes de Ganvié. Ces femmes qui portent la cité lacustre, ces femmes actives, ces femmes qui se battent, et pour montrer ça au reste du monde. Elle reviendra en 2013 pour une résidence artistique. Durant un mois, elle se rendra tous les jours à Ganvié pour échanger avec les femmes dans le seul but de concrétiser son rêve malgré les difficultés. Les femmes de la cité lacustre, en pleine activité, seront donc photographiées durant tout son séjour. L'exposition photo de ce jour valorise donc ces femmes, ce dont se réjouit Dine Bouraïma, président du consortium Tourisme par Millions au Bénin. C'est un travail professionnel, c'est un travail fouillé. Et quand vous voyez les photos, vous voyez les détails dans les photos. Et ces photos montrent réellement la détermination. Elles montrent vraiment que nos femmes béninoises sont véritablement des Amazones. Des Amazones pas seulement sur le plan guerrier, mais également sur le plan de l'économie. Parce que ce sont les femmes qui font véritablement l'économie de cette Venise africaine que vous connaissez. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le gouvernement pour avoir initié cette exposition. Parce que c'est la première fois que moi je vois dans une exposition des personnes qui sont impliquées à une exposition, elles sont présentes. Une fois découverte pour son travail magnifique qui met en valeur la cité lacustre de Ganvié, Angèle Etundi Essamba bénéficie désormais de la confiance du gouvernement béninois. Son travail entre dans le cadre de l'appropriation du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Après 2 mois d'exposition de ses photos et vidéos, elle travaillera au suivi des différents projets de transformation de Ganvié. Ce que nous explique ici José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT. Donc sur chacun des aspects qui sont dans l'étude de faisabilité de transformation de Ganvié, elle va vraiment de manière très méthodique filmer, par exemple le travail sur la jacente d'eau
Aujourd'hui, elle est invasive, elle va prendre des photos, il y en a déjà ici, elle va vraiment faire des photos et puis on verra comment le même plan d'eau qui jusque-là était envahi par la chaîne d'eau est devenu désormais un plan d'eau dégagé parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été faits, etc., etc. C'est vraiment un travail de suivi des chantiers, du chantier de reconstruction de la cité lacustre de Granvier qu'elle va faire. Ainsi, avec Angèle Etundi et Samba, les générations futures pourront avoir les photos de la Venise africaine avant, pendant et après sa transformation. C'est un sujet qui avait retenu les attentions et qui continue d'ailleurs, et c'est la mort massive des poissons retrouvés sur le lac Toho. On en sait un peu plus sur les raisons de cette situation. Le laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire et des aliments commis pour déterminer les causes du mal a rendu ses résultats. Il n'y a pas eu contamination contamination du lac aux pesticides, mais la cause certaines de phénomènes est encore inconnue. On écoute. Il convient d'observer qu'aucune des matrices, c'est-à-dire eau, poissons, sédiments, ne contient les 4 grandes familles de pesticides. Comme il est dit tantôt. Là, c'est négatif partout. Donc, ni l'eau, ni les poissons, ni le sédiment ne contenaient les 4 grandes familles de pesticides. Il n'y en avait pas. Donc là, on peut dire qu'il n'y a pas eu contamination des eaux du lac par des pesticides, comme on en voit régulièrement, comme on en trouve régulièrement. Lorsqu'il y a des cas d'intoxication au Bénin, souvent, c'est les pesticides qui sont souvent la cause. Alors, on a retrouvé 2 familles importantes de médicaments vétérinaires. Tout à l'heure, il y a les tétracyclines et les sulfamides, alors, qui ont été décelés dans la chair des poissons, mais non dans l'eau et les sédiments. Donc, on en a eu dans la chair des poissons, mais on n'en a pas trouvé dans l'eau du lac, ni dans les sédiments. Alors, ces cas positifs sont dus au fait que lorsqu'on faisait les prélèvements, on a fait les prélèvements à la fois dans l'eau du lac et dans les bassins environnants. Donc, dans les bassins environnants, c'est des bassins où les gens faisaient de l'élevage, où certainement, ils ont utilisé ces médicaments vétérinaires pour mieux maîtriser, disons, l'environnement, pour permettre, disons, aux poissons de croître quand même dans un environnement sain. Donc, c'est ça qui explique en réalité la présence des médicaments vétérinaires que nous avons eus. Donc, je précise que ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas dans les poissons du lac qu'on a eu ces traces de médicaments vétérinaires. C'est dans les poissons qui se trouvent dans les bassins environnants du lac où les gens faisaient de l'élevage de poissons. Une première chose, c'est on peut d'abord se focaliser sur une cause endogène. Et parmi les causes endogènes, on peut soit, c'est des phénomènes bien connus, on sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone, probablement, où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Ce qui serait possible de faire, c'est de mettre en place une équipe pluridisciplinaire composée de toxicologues, de géologues. Il nous faut des géologues à ce niveau aussi. Également, des météorologues ici pour nous aider parce que dans ces conditions, il faut une équipe vraiment avec plusieurs compétences. Aller sur le terrain, faire les travaux ensemble afin de pouvoir associer les interprétations et trouver une cause probable, une cause certaine à ce phénomène qui vient de se passer. Il serait aussi intéressant, au regard du phénomène qui vient de se passer, de mettre le lac sous surveillance.
Registre plusieurs organisations fêtières de la presse étaient chez le président de la HAC. Elles en ont UPMB, Union des professionnels des médias du Bénin, et CNPA, Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Avec Adam Boni Tessi, leurs représentants ont sans surprise évoqué la suspension de la Nouvelle Tribune, journal interdit de publication à cause de la violation du Code de l'information et de la communication engendrée par l'usage de propos injurieux envers le chef de l'État. Les membres de l'UPMB et du CNPA expriment une gêne au sujet de cette mesure conservatoire et souhaitent que la mesure soit revue par l'institution. Frégis Serrola et Frégis Fiossi pour les propos recueillis. On vous remercie. Grosso modo, nous avons parlé de 7 thématiques qu'on a discuté avec le président et les conseillers qui concernent un peu la corporation. On a parlé du fonds, de l'aide de la presse. On a parlé par exemple de la carte de presse, les cartes de presse qui sont disponibles pour consacrer un peu qui est corporate des médias dans le pays. On a aussi parlé de ces brûlants que vous connaissez tous, à savoir le dossier de Vincent Follet. Dans cette matière, nous avons clairement notifié de la RAC que combien de fois nous sommes gênés et nous souhaiterons que cette mesure soit très vite revue au niveau des conseillers lors de la prochaine plénière pour qu'une suite diligente soit donnée à cette question-là. Donc l'un dans l'autre, on a aussi parlé par exemple du déclassement de la presse de notre pays par rapport à RSF et on a fait les mises au point nécessaires. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où nous avons porté de façon éloquente un peu notre voix en ce qui concerne tous ces dossiers, mais notamment de cette nouvelle tribune où nous avons cité la responsabilité. Nous avons montré combien de fois et nous souhaiterons qu'à l'avenir, la procédure soit différente. Voilà. La HAC, c'est notre structure de base, c'est notre maison. Vous savez, le père de famille ne peut pas chasser, diaboliser ou disons excommunier un enfant aussi longtemps que ça. Donc quand un enfant est fautif, on l'appelle, on le ramène à l'autre, on lui fait les mises en garde nécessaires et on le reprend de la maison. C'est ça que nous sommes devenus défendre au niveau de la HAC. On rappelle que la mesure conservatoire du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a été prise le 23 mai dernier, il y a une semaine donc, et pour la première fois depuis sa publication, le directeur de publication de la Nouvelle Tribune s'exprime. Il dit ne pas se reconnaître dans les accusations de la HAC. Il dénonce également la mesure prise contre son journal. Il parle enfin de la procédure engagée pour se faire entendre. On écoute Vincent Follet, propos recueillis par Frégis Serrola et Fiacre Voitan. Non, je ne peux pas me reconnaître dans ces accusations. Si on veut accuser quelqu'un de quelque chose, il faut au moins l'écouter. On a constaté ce qu'ils appellent un certain nombre d'articles tendant à attentatoire à la vie privée du chef de l'État. J'ai cherché dans ces articles, je ne vois pas en quoi nous avons parlé de la vie privée du chef de l'État. On a cité 9 articles au total. Le monsieur a écrit plus de 20 articles. Pourquoi on ne pose même pas mes articles? Ce ne sont pas mes articles, les articles écrits par mes journalistes qui sont incriminés. On a pris les opinions du professeur. On en cite seulement 9. Mais ce qu'on a cité, c'est des extraits. Est-ce que lorsque le texte, un extrait est sorti, un passage est sorti d'un texte, sans le mettre dans son contexte, est-ce que nous avons le sens du texte? Parce qu'on me dit que le champ lexical, c'est quoi le champ lexical? Moi, je suis professeur de lettres. J'ai fait les lettres anglaises et françaises. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots que vous utilisez. Que fait-on du champ sémantique? C'est-à-dire, tous les mots forment un sens. Je publie parce que c'est un universitaire. Un universitaire, ce n'est pas un journaliste. Un politicien n'est pas un journaliste. Leur langage est autre. Mais je fais beaucoup attention parce que je suis responsable de ce qui est écrit. On oublie de dire que l'ensemble des textes, c'est simplement les écrits d'opinion que je dénonce la procédure, la mesure conservatoire. Au nom de quoi on va prendre une mesure conservatoire contre un journal? J'ai dit que cette mesure ne s'applique qu'à la presse audiovisuelle. Et si on lit l'article 55 de la loi organique, on se rend compte que ça ne nous concerne pas. Même si on doit me l'appliquer, il faut le faire pour ce qui se passe l'instant présent. Un journal est sorti où j'injurie des gens. On me convoque au tribunal parce que l'injure fait partie des crimes punis par la correctionnelle. On ne m'a pas fait.
Et on me convoque au tribunal, où j'ai la possibilité de me défendre. Mais il faut le principe du contradictoire. Il faut qu'on me donne l'occasion de m'exprimer. Mais je vais vendre cher la peau parce que je fais ce journal depuis 17 ans. Et je le fais, je n'ai jamais été condamné par le tribunal. J'ai eu affaire à des procès que j'ai toujours gagnés. On m'a dit, dans l'ensemble des procédures à suivre, pour se faire entendre, il y a d'abord le recours gracieux. Le thème semble un peu dévalorisant. Je l'ai utilisé à mon corps défendant. Nous avons simplement aligné l'ensemble des griefs que nous avons contre la RAC. Nous avons dit défaut de base légale à leur chose. Et nous avons développé. Nous avons parlé de la mauvaise application de la loi et le fait de l'inopposabilité à mon organe de la non-application des dispositions du cause. On ne peut pas. Il y a une seule phrase que mes avocats m'ont demandé de mettre, à savoir que nous passons par l'entremise du chef du président de la RAC pour présenter les excuses au chef de l'État s'il se sentait blessé. Mais nous savons que nous n'avons pas blessé le chef de l'État. Parlons à présent de la dégradation de cette voie qui passe par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Circuler sur le dit tronçon est compliqué en cette saison pluvieuse. Et puis, c'est bien sûr Antoinette Sago et Fiacre Voitan qui sont allés faire le constat. Suivez. Sur ces images, vous voyez les difficultés auxquelles sont confrontés les conducteurs de motos comme de véhicules qui empruntent la voie passant devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Auparavant bitumée, cette voie a connu une dégradation avancée constituée de crevasses et pire, des flaques d'eau en saison pluvieuse qui empêchent la libre circulation. Ces usagers de la route sont obligés de circuler en prenant des contournements pour éviter que leurs moyens roulants ne soient endommagés. Une situation qui ne semble préoccuper les autorités gouvernementales. Il faut noter que CETAS, c'est d'accès pour plusieurs ministères des entreprises publiques et privées, tels que le ministère des Finances, du Plan, des Affaires étrangères, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB et d'autres. Malgré le son d'alerte des usagers de la route, ce tronçon serait abandonné à son sort. Et l'on se demande à quand les travaux pour réhabiliter cette infrastructure. En attendant le démarrage de ces travaux, les usagers se contentent du calvaire de cette voie située au cœur de Belleville. Actualité en dehors du Bénin, Antonio Guterres au Mali. Ce mardi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'y est rendu dans le cadre de la Journée internationale des casques bleus. À l'occasion, il a reconnu le rôle de ces soldats dans leur mission de maintien de la paix, notamment sur le territoire malien. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, dans ces 4 pays, et notamment ici au Mali, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes. Je tiens aussi à vous dire que nous travaillons pour garantir une effective solidarité internationale à la force du G5 Sahel. Je rends hommage aux 5 pays du Sahel qui ont su assumer eux-mêmes le leadership face aux défis énormes auxquels ils font face. Mais il faut que la communauté internationale comprenne qu'elle doit assurer aux pays du G5 Sahel un appui, mais un appui qui soit prévisible, un appui qui soit garanti et un appui qui puisse permettre la stabilité de la construction de la force du G5 Sahel et l'efficacité de son travail pour la protection de la paix dans cette région. En Angola, le système judiciaire paralysé, c'est un mouvement des personnels de la justice qui le secoue. Ils réclament les hausses des salaires. On précise que ce sont les greffiers et les officiers d'état civil qui font cette grève. On écoute leurs responsables. Notre grève terminera no dia 1 de junho.
que será esta sexta-feira. E se os nossos pontos de reivindicação não forem atendidos por parte do Ministério da Justiça, nós voltaremos a entrar em greve em agosto do mesmo ano. E desta vez não haverá serviços mínimos, assim como que é o registro de óbitos. Vamos fechar todos os serviços conforme nós começamos a fazer nesta primeira fase. Estamos a pensar realizar a conferência de imprensa, creio que na sexta-feira próxima. Nous pensons organiser na sexta-feira próxima, 12 horas, quando terminar a greve, vamos ter uma conferência de imprensa para comunicarmos ao público em geral que só foi uma fase inicial e não se chegou a acordo por estas razões já invocadas aqui, no sentido de que o povo fica sobre aviso que na próxima fase, em agosto, vamos avançar para 2 semanas. Retour à la normale au Brésil au 9e jour de la grève des transporteurs routiers qui a paralysé le pays. Les commerces sont de nouveau réapprovisionnés en produits frais, mais cela s'accompagne d'une inflation dans un contexte où de nombreux grévistes continuent de poursuivre leur mouvement. Cependant, certains produits comme les œufs, les carottes sont toujours absents des rayons des supermarchés. Écoutez les réactions de certains Brésiliens. On entend dire dans les médias que la grève est finie, mais il y a encore des endroits dans l'état de Rio de Janeiro où elle continue. Et même si elle se terminait aujourd'hui, il faudrait, c'est certain, 7 jours au moins avant un retour à la normale. C'est absurde. Les prix sont tout là-haut. C'est terrible. Le consommateur dépense beaucoup plus et ça pèse sur le porte-monnaie. Déjà que c'était cher avec la crise, cette grève n'a fait qu'empirer les choses. Ça fait 9 jours qu'on ne parvenait pas à arriver jusqu'au marché. 9 jours, c'est dingue. Mais grâce à Dieu aujourd'hui, on va réussir à satisfaire les clients. Et puis Washington continue de préparer le sommet avec la Corée du Nord. La porte-parole du département d'État américain a déclaré que le secrétaire d'État Mike Pompeo rencontrera à New York cette semaine un général nord-coréen de haut rang alors que les préparatifs pour un sommet américano-coréen se poursuivent. Suivez ici un extrait des propos de la porte-parole du département d'État américain. Young Chol, vice-président nord-coréen du comité central, arrive à New York et rencontrera le secrétaire Pompeo plus tard cette semaine. Nous avons aussi une réunion de la délégation américaine avec une délégation nord-coréenne en zone démilitarisée. Ce sera la 3e rencontre du secrétaire avec Kim Jong-chol. Ils ont manifestement eu des conversations très profondes où ils ont parlé en détail des attentes des États-Unis. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.